Dans le chapitre précédent, j'ai vu, dans un chapitre préliminaire, les rapports qui s'instaurent entre les différents documents d'urbanisme, en particulier entre la carte communale, le PLU et le SCOT. J'ai distingué donc les rapports de compatibilité, de prise en compte. Je vais voir maintenant, dans les différents chapitres, les documents d'urbanisme proprement dit. Et je commence dans un chapitre premier, je commence par le SCOT. Alors le SCOT a été créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, et il succède cependant à des documents qui avaient la même ambition, le même objet. Il y a eu dans un premier temps le SDO, SDAU, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, puis il y a eu le schéma directeur. Et donc maintenant, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. C'est un document qui dépasse le périmètre d'une commune. Il n'y a pas de SCOT, il n'y a pas un SCOT communal, c'est un SCOT intercommunal et même un SCOT qui peut englober plusieurs intercommunalités. Vous voyez, par exemple, dans le département des Ardennes, il y a deux SCOT, 300 communes, deux SCOT. Dans la loi SRU, il y avait un article qui était codifié à l'article L122-1 du Code de l'urbanisme et qui à ma connaissance, a disparu je vous l'ai dit, hein, il y a eu une recodification du code il y a une dizaine d'années, et je crois, sauf erreur de ma part, que cet article L122-1 a disparu. C'est dommage parce que c'est un article qui définissait ce qu'était le SCOT. Donc je le reprends. Parce que si l'article a disparu, la définition qu'il en donne reste valable. Donc, les SCOT exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, c'est-à-dire l'urbanisme, l'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transport, d'équipement et de services. Vous voyez, on fait un diagnostic. Voilà l'évolution de la population, voilà l'évolution des activités. Et donc, à partir de ce diagnostic, on identifie les besoins. Faut-il construire? Faut-il permettre l'implantation de nouvelles entreprises? Enfin, leur trouver des espaces, etc., etc. Ensuite, deuxième élément du SCOT, il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu par la collectivité porteuse du SCOT, projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire le PADD, qui fixe des objectifs, des politiques publiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes, transport, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Euh, et puis, troisième élément, pour mettre en œuvre le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable qui a été arrêté, eh bien, le SCOT fixe dans le respect des équilibres résultant des articles L110-1 et L121-1 du Code de l'urbanisme. J'ai vu les principes de la politique de l'urbanisme plus haut. Eh bien, il fixe les objectifs, les orientations générales de l'organisation de l'espace, de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains à urbaniser et les espaces naturels et agricoles et forestiers ou forestiers. Il apprécie, ça c'est dans l'air du temps, hein, le SCOT doit apprécier les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. Quel va être l'effet sur l'environnement des objectifs que l'on se fixe? Euh, alors le SCOT définit les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat, la construction de logements, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transport collectif, à l'équipement commercial, c'est-à-dire l'implantation des grandes surfaces. Il détermine les espaces et sites naturels ou urbains à protéger. Voilà, donc il peut définir également des grands projets d'équipement et de services, en particulier de transport. Voilà donc la définition et qui était donnée du SCOT dans l'article L122-1 et qui reste qui définit encore bien ce qu'est le SCOT aujourd'hui. En principe, donc sauf exception, le SCOT ne peut pas prévoir
des objectifs quantitatifs obligatoires en termes de construction de logements. Par exemple, le SCOT reste normalement dans les orientations. D'ailleurs, la question avait été posée quand le SCOT a été créé par la loi SRU. Cette loi a été déférée au Conseil constitutionnel et les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel en 2000 disaient le SCOT va réduire l'autonomie des communes. Or, il y a un principe d'autonomie des collectivités territoriales. Et le Conseil constitutionnel avait rejeté l'argument en relevant que le SCOT restait dans les orientations. Donc, dès lors qu'il est dans les orientations, normalement, il ne porte pas atteinte à l'autonomie des collectivités territoriales. Alors, je vous donne un exemple. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 28 décembre 2023, numéro 23 MA 00383. Donc, dans cette affaire, le conseil municipal de la Fare en Champsaur, Hautes-Alpes, approuve le PLU et un propriétaire conteste le classement de sa parcelle en zone agricole, ce qui la rend inconstructible. Alors, lui, il voudrait qu'elle soit constructible, parce que si elle est constructible, elle se vend au prix du terrain à bâtir, elle se vend mieux. Et donc, pour obtenir l'annulation de ce zonage, le propriétaire soutient que le zonage qui a été retenu par le Champsaur, la Fare en Champsaur, dans son PLU, ne permettra pas d'atteindre l'objectif de construction de logements sociaux, de logements qui ont été fixés, objectif qui a été fixé par le SCOT. Et alors, la Cour administrative rappelle qu'effectivement, le PLU doit être compatible avec le SCOT, article L 131-4 du Code de l'urbanisme, mais à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives et non pas des orientations, les SCOT doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Or, le document d'orientation et d'objectifs du SCOT de l'ère Gapan 16, c'est le SCOT qui couvre notamment la commune de la Fare en Champsaur, a fixé un objectif global pour les communes concernées de création en 2032 de 10 530 logements à 14 000, 10 530 à 14 190, détaillé en fonction du type de commune. Et donc, l'objectif qui a été assigné à la commune en cause, la Fare en Champsaur, c'est 70 à 80 logements en 2032. Et donc, le propriétaire soutient que, compte tenu du zonage retenu par la commune, cet objectif qui lui a été assigné dans le SCOT ne pourra pas être atteint. Donc, le PLU est incompatible avec le SCOT. Eh bien, la Cour administrative rejette l'argument parce que ces objectifs exprimés sous forme quantitative, dire vous devez construire tant de logements, etc., n'ont pas une valeur prescriptive. Vous voyez, la Cour administrative vide de sa substance une disposition du SCOT qui n'aurait pas dû y figurer, c'est-à-dire un objectif chiffré à atteindre pour la commune. Donc à partir du moment où cet objectif chiffré n'a pas une valeur prescriptive, la commune n'avait pas l'obligation de le respecter au pied de la lettre. Alors, section 1, rapport du SCOT avec les autres documents. Toujours le problème qui se pose pour les documents d'urbanisme, quel est leur rapport avec les documents supérieurs ou inférieurs? Alors, tout d'abord, le SCOT doit être compatible avec un certain nombre de documents. C'est l'article L131-1 du Code de l'urbanisme qui nous le dit. Il doit être compatible avec les dispositions de la loi littorale, les dispositions applicables à de la loi montagne. Il doit être compatible avec les règles générales du fascicule du SRADET, schéma d'aménagement régional, d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRA de DET, qui est prévu à l'article L4251-3 du CGCT. C'est l'argument, vous savez, c'est le débat qui a eu lieu à propos de l'objectif ZAN
zéro artificialisation nette fixée par la loi climat et résilience. Je me rappelle, hein, les sénateurs avaient cru avoir obtenu la garantie selon laquelle le SCOT devrait prendre en compte le SRADET, parce qu'il y a d'autres dispositions du SRADET qui doivent être, dans lesquelles il y a un rapport de prise en compte. Et finalement, dans les décrets d'application de l'objectif ZAN, eh bien, les objectifs de réduction de l'artificialisation qui sont fixés par le SRADET et qui s'appliquent au SCOT ont été contenus dans ces règles générales. Donc, et le Conseil d'État a admis. Donc, le SCOT doit être compatible avec ces objectifs chiffrés de réduction de l'artificialisation. Et puis, les SCOT doivent être compatibles avec, en Outre-mer avec les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, Mayotte et de la Réunion, qui sont prévus dans le CGCT. Le SCOT doit être compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux qu'on voit en droit de l'environnement. Les SCOT doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau qui est définie dans les SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont prévus à l'article L212-1 que j'ai vu dans la vidéo précédente. Et puis avec aussi d'autres documents, il y en a une douzaine, je ne vais pas les voir toutes, vous irez, vous vous reporterez à l'article L131-1. De la même façon, le SCOT doit prendre en compte, donc le rapport là cette fois est plus souple, certains documents. Par exemple, il doit prendre en compte les objectifs du SRADET. C'est le débat sur l'artificialisation. Où mettons l'objectif chiffré de réduction de l'artificialisation? Dans les objectifs ou dans les règles générales? Si c'est objectif, c'est un simple rapport de prise en compte. Si c'est dans les règles générales que je viens de voir auparavant, eh bien, c'est un rapport de compatibilité. Il doit prendre en compte, le SCOT, les schémas régionaux de cohérence écologique qui sont prévus à l'article L371-3 du Code de l'environnement. Un certain nombre de documents, par ailleurs, doivent être compatibles avec le SCOT. C'est le cas notamment du PLU ou de la carte communale. La liste en est donnée, là encore, à l'article L142-1 du Code de l'urbanisme. Le SCOT est un document qui est élaboré à un échelon plus vaste que celui de la commune. Il est donc couplé à l'intercommunalité. Ainsi, parmi les compétences obligatoires de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes, de la communauté urbaine, pour la communauté d'agglomération, c'est l'article L152-16-5. Pour la communauté de communes, l'article L52-14-16. Pour la communauté urbaine, l'article L52-15-20-1 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales. Le SCOT figure parmi les compétences obligatoires de ces collectivités. Mais attention, l'intercommunalité, parmi les compétences de l'intercommunalité figure l'élaboration d'un SCOT, mais elle n'est pas obligée d'adopter un SCOT. Il n'y a pas d'obligation. Cela étant, il est important pour une commune d'être couverte par un SCOT, parce que si ce n'est pas le cas, si la commune n'est pas couverte par un SCOT, ses possibilités d'urbanisation à l'avenir sont limitées. C'est l'article L142-4 du Code de l'urbanisme qui l'indique. Dans les communes où un SCOT n'est pas applicable, eh bien, premièrement, les zones à urbaniser, les zones AU, ce sont les zones dans lesquelles le PLU a prévu une ouverture à l'urbanisation à l'avenir. Donc, les zones à urbaniser, délimitées après le 1er juillet 2002, ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un PLU, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution du document d'urbanisme. Vous voyez, si la commune n'est pas couverte par un SCOT, son PLU ne peut pas prévoir
de nouvelles ouvertures à l'urbanisation. Même règle, les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale. La carte communale, c'est un document plus léger que le PLU, qui permet, on peut aller plus loin, mais qui fait une distinction binaire. Hein. La commune, dans la carte communale, définit les espaces qui sont constructibles et ceux qui ne le sont pas. Eh bien, l'article L142-4 nous indique que si la commune n'est pas couverte par un SCOT, les secteurs non constructibles de la carte communale ne peuvent pas être ouverts à l'urbanisation à l'occasion d'une révision euh, de la carte communale, ou même ne peuvent pas être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration de la carte communale. Une commune n'a pas de document d'urbanisme, elle est soumise au règlement national d'urbanisme, elle décide d'adopter une carte communale, elle ne pourra pas créer un secteur constructible si elle n'est pas couverte par un SCOT. Et troisième élément, bah, c'est logique, hein, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un PLU ou une carte communale, c'est-à-dire les communes qui sont soumises au règlement national d'urbanisme que j'ai vu dans une vidéo précédente, eh bien, les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes, non couvertes par un document d'urbanisme, ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation. Ne peuvent pas être ouverts, c'est le secteur. Cette règle d'urbanisation limitée s'applique depuis le 1er janvier 2017 à toutes les communes, alors qu'auparavant, elle ne s'appliquait qu'aux agglomérations de 15 000 habitants. Et donc, vous voyez, c'est une règle très importante. Alors, le préfet peut autoriser une dérogation à cette interdiction de construire dans les communes, d'ouvrir à l'urbanisation dans les communes non couvertes par un SCOT, c'est l'article L142-5. Je peux obtenir une dérogation du préfet si ma commune n'est pas couverte par un SCOT, mais le préfet ne pourra accorder la dérogation que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacement et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerce et services. Cette demande qui est faite au préfet peut être faite à l'occasion de la révision du PLU, dès lors que la commune ou l'intercommunalité souhaite rendre constructibles des parcelles qui jusqu'ici ne l'étaient pas. Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mars 2023, numéro 20 TL 03 439. Une commune a un PLU, elle décide de le réviser pour ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation, mais elle n'est pas couverte par un SCOT, alors elle doit demander au préfet la dérogation prévue à l'article L142-5. Le périmètre du SCOT doit être d'un seul tenant et sans enclave, article L143-2. Cette règle de continuité territoriale est une règle classique en matière d'intercommunalité. La loi Chevènement de 99, qui crée la communauté d'agglomération, a imposé, il y avait des petites exceptions, mais maintenant c'est imposé aux EPCI à fiscalité propre, métropole, communauté, d'être d'un seul tenant et sans enclave. Quand le préfet est saisi du projet de périmètre du SCOT, il doit vérifier que ce périmètre choisi par les communes et intercommunalités permettra d'atteindre les objectifs assignés au SCOT par l'article L143-3, c'est-à-dire prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles, les besoins et usages des habitants en matière d'équipement, de logement, d'espaces verts, de services et d'emploi. Le préfet doit également s'assurer que le périmètre choisi permet de traiter de façon cohérente les questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacement et d'environnement. Article L143-6. Alors, je vous disais, quand une commune n'est pas couverte par un SCOT et qu'elle souhaite ouvrir une zone à l'urbanisation, elle doit demander une dérogation au préfet. Mais si le préfet est fréquemment saisi de demandes de dérogation,
Cela prouve que la couverture par le SCOT est insuffisante ou incohérente. Il pourra alors déclencher la procédure d'élaboration d'un SCOT pour que la commune soit à terme couverte par le SCOT. L'extension à cette commune du périmètre d'un SCOT qui existe par ailleurs. Article L143-7. Le périmètre du SCOT doit être approuvé dans les conditions habituelles de majorité qualifiée applicables à l'intercommunalité, c'est-à-dire que les 2 tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les 2 tiers de la population doivent approuver le périmètre. Alors, le Conseil général de l'environnement, qui est devenu l'inspection générale, relevait il y a quelques années que ça fait déjà 6 ou 7 ans, que les périmètres des SCOT sont disparates. Vous voyez, par exemple, le SCOT de la communauté de communes du pays de Gex regroupe 27 communes. Celui du Sud, Meurthe-et-Moselle, porté par un syndicat mixte. Donc, c'est un syndicat qui rassemble des intercommunalités, est composé de 20 intercommunalités et de 476 communes. De la même façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, le département des Ardennes est couvert par 2 SCOT, c'est-à-dire le périmètre de SCOT doit rassembler plus de 150 communes. Le Conseil d'État a jugé le 30 septembre 2020, dans un arrêt du 30 septembre 2020, numéro 428 319, que le pouvoir donné au préfet d'ordonner des modifications du SCOT si celui-ci ne permet pas d'atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs de la politique d'urbanisme, ce pouvoir donné au préfet ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. La commune a 3 ans pour rendre son PLU compatible avec le SCOT, mais le non-respect de ce délai ne remet pas en cause le PLU. Cour administrative d'appel de Nantes, 8 décembre 2020, numéro 19 NT 029 43. Dans cette affaire, par un arrêté du 23 février 2018, le maire de Ploemel, c'est dans le Morbihan, a délivré à la commune un permis de construire une maison individuelle d'habitation. Un voisin attaque ce permis, soutenant que le maire aurait dû refuser le permis car le projet est incompatible avec le SCOT. La cour administrative rejette l'argument. Certes, le PLU doit être compatible avec le SCOT et lorsque le PLU a été approuvé avant le SCOT, il doit être rendu compatible. Mais dans un délai de 3 ans. Par conséquent, la seule circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté du permis délivré, le schéma, le SCOT du pays d'Auray, AU-RAY, avait été approuvé en 2014, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans, n'a pas eu pour effet par elle-même de rendre illégal l'ensemble des dispositions du PLU approuvées en 2007. Par ailleurs, le justiciable ne précise pas en quoi ce PLU aurait été, à la date de l'arrêté contesté, incompatible avec les orientations du SCOT. Donc, ce n'est pas parce que, vous voyez, plus de 3 ans se sont écoulés depuis que le SCOT a été approuvé et que le PLU n'a pas été mis en compatibilité, que le PLU n'a plus de valeur. C'est ce que nous dit la Cour administrative d'appel de Nantes. Section 2, maintenant, le contenu du SCOT. Le SCOT comprend 3 documents. Le projet d'aménagement stratégique, prévu à l'article L141-3, le projet d'aménagement et de développement durable, article L141-4, et le document d'orientation et d'objectifs, article L141-5. Alors, le projet d'aménagement stratégique, il est défini à l'article L141-3. Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de 20 ans. C'est un document d'orientation sur une période assez longue, sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Il faut faire un diagnostic pour voir quelles sont les orientations, les objectifs qu'il faut suivre dans les 20 prochaines années. Il concourt
le projet d'aménagement stratégique, il concourt à la coordination des politiques publiques sur les territoires en favorisant un équilibre, une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace, limitant l'artificialisation des sols, notamment en tenant compte de l'existence de friches, les transitions écologiques, énergétiques et climatiques, une offre d'habitat, de services et de mobilité adaptée aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, circuits courts, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, c'est normal, par tranche de 10 années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Oui, puisque nous savons que dans l'objectif ZAN qui a été fixé par la loi climat et résilience, eh bien, tous les 10 ans, il faut atteindre des objectifs de réduction de l'artificialisation. Deuxième élément, le projet d'aménagement et de développement durable. C'est le deuxième élément du SCOT, le PADD. Après la motivation, le diagnostic, le PADD lui fixe des objectifs. Des politiques publiques, d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation, de remise en bon état des continuités écologiques. Et en matière de déplacement, de transport, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. Et puis, troisième élément, le document d'orientation et d'objectifs. Son contenu est donné à l'article L141-5. Et donc, ce document d'orientation et d'objectifs va donner les orientations dans un certain nombre de domaines. Orientation générale de l'organisation de l'espace, grands équilibres entre les espaces urbains, naturels, agricoles. Conditions d'un développement urbain maîtrisé, puisqu'on cherche à éviter l'étalement, l'artificialisation. Dans son rapport de 2007 que j'évoquais tout à l'heure, le Conseil général de l'environnement et du développement durable observe, après avoir étudié différents SCOT, que selon que les élus sont d'accord ou pas, eh bien, les orientations et objectifs portés par le SCOT sont plus ou moins prescriptifs. Lorsque les consensus locaux sont difficiles à obtenir, les gens n'arrivent pas à s'entendre sur un minimum, eh bien, le SCOT est un document assez vide, avec des formulations générales, vagues, donc l'effet prescriptif est assez faible. Si en revanche, il y a une bonne entente, le SCOT a tendance à te transformer en un super PLU. Alors, ensuite, dans l'article L141-5 et suivant, il y a donc plusieurs articles qui vont définir le contenu du document d'orientation et d'objectifs. Alors, je ne peux pas prendre tous les éléments, mais vous voyez, par exemple, gestion économe des espaces. Le document d'orientation et d'objectifs arrête par secteur géographique des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. L141-6. Je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, le SCOT ne comporte pas d'objectifs chiffrés, mais il peut y avoir des exceptions. C'est le cas pour la consommation de l'espace. Bah oui, puisque nous sommes dans une logique de zéro artificialisation nette, avec des objectifs qui sont fixés par le SRADE, qui doivent être déclinés dans le SCOT. Donc là, il est dit objectif chiffré de réduction de la consommation par secteur. Il y a des orientations en matière de protection d'espaces agricoles, naturels et urbains. Le document d'orientation et d'objectifs détermine les espaces et sites naturels agricoles, forestiers ou urbains à protéger, dont il peut définir la localisation ou la délimitation.
En matière d'habitat, le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard notamment de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique, économique et les projets d'équipement et de desserte en transport collectif. L'évolution démographique peut conduire à construire des logements, et puis naturellement, il faut les construire là où il y a des dessertes. Objectif d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les EPCI ou les communes. Des objectifs également en matière d'équipement commercial. Faut-il encore implanter des grandes surfaces? Ainsi, le projet d'implantation d'une grande surface doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT. Cour administrative d'appel de Douai, 23 mai 2023, numéro 21 TA 022 17. Alors, en 2021, 447 SCOT sont en vigueur ou en cours d'élaboration. 72% des SCOT ont été révisés depuis 2014 et 83% des communes françaises et 90% de la population du pays sont aujourd'hui incluses dans le périmètre d'un SCOT. Et la volonté les incitations très fortes à la couverture par un SCOT porte alors même que le SCOT n'est pas un document normalement obligatoire. Dans la prochaine vidéo, je verrai dans le chapitre 2, je verrai le PLU.